Et on revient, on fait le décryptage du jour sur cette primaire de la belle alliance populaire. C'est l'outsider Benoît Hamon qui est arrivé en tête hier soir du premier tour de cette primaire de la gauche avec plus de 36,3% des voix. Il devance Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, remporte lui 31,1% des scrutins. Et Benoît Hamon bénéficie par ailleurs d'ores et déjà du soutien du troisième homme de cette élection, Arnaud Montebourg, qui totalise plus de 17% des voix. Manuel Valls et Benoît Hamon qui pensent déjà au second tour et battent le rappel des troupes avec des visions différentes. Et on va parler de cet entre-deux tours avec notre invité, Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du cabinet de stratégie Olicare, spécialiste en communication politique. Je voudrais d'abord revenir sur ce gros fiasco, ce gros tollé depuis hier sur la participation à la primaire. On sait que c'est aux alentours d'1,5 million. On a eu des chiffres hier soir qui évoquaient 1,7 million, tendant vers 2 millions. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup moins. Et on n'a toujours pas les chiffres définitifs, ni sur la participation, ni sur le nombre de bureaux de vote. Comment ça se fait? Pourquoi? Vous avez raison. On parle même de pataquès dans la presse ce matin, pour donner un autre mot. Plusieurs choses sont étonnantes dans cette question de la mobilisation. Déjà, il faut regarder un petit peu. En règle générale, c'est pas tout de suite qu'on a les chiffres de la mobilisation sur une primaire. Si on regarde à droite, il avait fallu attendre quelques heures le lendemain matin du dimanche soir, au premier comme au second tour des primaires, pour avoir les chiffres exacts. Donc, il n'y avait pas de drame ce matin quand on n'avait pas les chiffres absolument exacts. Il y a deux choses qui contribuent à créer ce climat un peu délétère sur les chiffres de la participation aujourd'hui. C'est premièrement les sorties assez prématurées, je dirais, des membres de la haute autorité, à commencer par Monsieur Clay, qui, dès 21h, je crois, hier, s'est quand même mouillé, entre guillemets, avec Monsieur Borgel, parlant d'une participation aux alentours de 1,5 million à 2 millions de participants. On sait que c'est un chiffre qui n'était pas anodin. Monsieur Cambadélis, en charge du Parti socialiste, est lui aussi sorti très tôt dans la soirée pour dire que les 2 millions semblaient être atteints sur cette primaire et donc que l'objectif était rempli. Il y avait un enjeu politique dans cette annonce qui était important, qui était de montrer dès hier soir que le fiasco auquel certains pouvaient s'attendre n'avait pas eu lieu, puisque comme vous le savez, plus on se rapproche des 2 millions, plus cette primaire sera considérée comme réussie. Donc on comprend le symbole politique et l'importance de l'analyse politique du chiffre. Qu'hier soir, il n'ait pas été stable, c'est pas très grave. Que les membres de la haute autorité la haute autorité citoyenne soit sorti, c'est un peu plus problématique. Le vrai sujet ce matin, et c'est ce qui se dit beaucoup dans les rédactions et les médias, c'est comment se fait-il, il y a deux choses, qu'avec 70% à peu près des bureaux de vote dépouillés, on ait eu une participation aux alentours d'1,6 million, 1,7 million, ce qu'on disait hier soir, et qu'alors même, ce matin, qu'on a 90% ou 95% des bureaux de vote dépouillés, on a une participation plus faible. Donc il y a un certain nombre de voix dont on se demande où elles sont parties, envolées, disparu, que sais-je. Le vrai sujet qui est à voir dans les prochaines heures, c'est comment se peut-il, et c'est un peu technique, mais c'est important, que cette participation évolue, que ce soit 1,3 million, 1,5 million, 1,7 million, on va le voir dans les heures qui viennent, mais que ça n'ait aucun impact sur les scores des candidats. Il y a forcément un impact, que ce soit M. Hamon, M. Montebourg ou M. Valls, sur cette participation. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on voit la participation qui est en train de bouger, 1,3 million, 1,7 million, on va voir, mais quel impact sur le score des candidats? Est-ce que M. Hamon fera toujours 36% ou est-ce que ce sera 38% à la fin de la journée? Bonne question. Alors, justement, sur les candidats, on a déjà des idées un peu plus précises sur les scores qui risquent de les attendre au second tour, puisque un certain nombre de candidats déçus ont déjà annoncé pour qui ils avaient l'intention de voter, notamment donc Arnaud Montebourg, le troisième homme, qui est autour de 17% et demi, qui veut se rallier à Benoît Hamon. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'aujourd'hui, les deux finalistes, Benoît Hamon et Manuel Valls, ont des discours et des programmes qui sont radicalement opposés. Alors évidemment, une primaire insiste sur les différences, mais là, on imagine l'après-second tour, comment cette gauche extrêmement écartelée entre les extrêmes va pouvoir se réunir derrière un seul homme. C'était déjà la question du premier tour, question qu'on s'est tous posée. Ça devient beaucoup plus difficile entre Valls et Hamon, qui sont naturellement assez opposés. On a une gauche de gouvernement qui est assez claire et parfois un peu brutale au plan social, qui n'est pas au cœur de la tradition socialiste, avec Manuel Valls, qui est plutôt une gauche avec des guillemets social-démocrate, en tout cas qui a tenté de moderniser, en tout cas de faire bouger les lignes. On a de l'autre côté un Benoît Hamon dont la baseline, le slogan est important, faire battre le cœur des Français. C'est pas rien. Benoît Hamon a joué sur l'émotion. Il a joué
à réenchanter quelque part le peuple de gauche qui est orphelin. Je vais vite. Effectivement, depuis le quinquennat de François Hollande, il y a au sein du Parti socialiste plusieurs courants. Je vous rappelle que c'est Manuel Valls qui parlait des gauches irréconciliables. Je crois qu'il l'est aujourd'hui face à ses propres mots, face à ses propres analyses. Nous avons 2 gauches irréconciliables en France. C'est une réalité. D'ailleurs, il y en a peut-être même plus que 2, peut-être même 3, peut-être même 4. Parce que la vraie question, c'est est-ce que la gauche ne joue qu'à l'intérieur de la primaire ou est-ce que les détenteurs de la gauche d'aujourd'hui, que ce soit messieurs Mélenchon ou messieurs Macron, qui ne sont pas dans la primaire, ne sont-ils pas aussi porteurs d'une philosophie de gauche, ou en tout cas progressiste, comme on dit aujourd'hui. Donc en réalité, il n'y a pas 2, il n'y a peut-être pas 3, il y a peut-être 4 gauches, il y a plusieurs matchs dans le match, on s'y attendait. Ce qui est sûr, c'est que le débat de mercredi sera un débat programme contre programme, positionnement contre positionnement. On a affaire à 2 hommes qui ne se ressemblent pas du tout. Ils ont un point commun, si je puis me permettre, d'être 2 apparatchiks du Parti socialiste. Benoît Hamon, il le reconnaît, a fait toute sa carrière en politique, du mouvement des jeunes socialistes jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont 2 hommes qui connaissent bien la politique, mais ce sont 2 hommes qui aujourd'hui jouent 2 matchs très différents. Un Manuel Valls qui va devoir montrer la difficile faisabilité du projet de Benoît Hamon. Il a déjà commencé. Il est d'ailleurs sur tous les médias aujourd'hui pour exprimer et décliner combien le programme de Benoît Hamon est impossible à mener en France. À l'inverse, vous aurez un Benoît Hamon qui tiendra bon sur ses idées phares, à commencer par le revenu universel. Et vous aurez un Benoît Hamon qui a une posture assez calme. Il a fait campagne sur son programme. Pas contre le programme des autres, mais sur la promotion de son programme. En ça, il se ressemble un peu avec François Fillon, puisqu'ils ont fait tous les 2 des campagnes pour et non contre. Mercredi, c'est des hommes et 2 projets qui seront vraiment l'un contre l'autre. Alors, on a la vision réaliste de Manuel Valls, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a décrit, à côté celle idéaliste, entre guillemets, humaniste, en tout cas de Benoît Hamon. Et puis au milieu, on dirait qu'il y a un boulevard qui s'ouvre pour Emmanuel Macron, qui n'a pas encore vraiment donné son programme et qui pourra en profiter justement pour déterminer un petit peu ce qu'il veut faire et ce qu'il veut dire. Le boulevard est-il plus grand aujourd'hui, au lendemain, qu'hier, au lendemain de la primaire, enfin, du premier tour? Je ne suis pas sûr. Le boulevard est là. Il le sait bien, Emmanuel Macron, qui notamment la semaine dernière, en plus, a eu l'outrecuidance de faire cette communication à quelques heures du dernier débat pour couper un peu l'herbe sous le pied de la médiatisation des primaires et pour annoncer sa stratégie pour les législatives. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. N'oublions pas monsieur Mélenchon non plus, qui trace aussi son sillon, qui se fait vraiment remarquer qu'il y a une forte identité, notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux seront des médias à part entière dans cette campagne. Et on voit que Jean-Luc Mélenchon marque la différence, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que, contrairement à ce que disent beaucoup d'analystes et de médias ce matin, et pour m'inscrire un peu en porte-à-faux, je ne suis pas si sûre que la forte avancée de Benoît Hamon soit une si bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Parce que si on se projette un petit peu, sans faire de la politique fiction, mais il me semble qu'un rapprochement, ou en tout cas une alliance, un front entre messieurs Mélenchon et messieurs Hamon ne serait pas impossible contre Emmanuel Macron, là où il aurait été beaucoup plus difficile d'envisager une alliance Valls-Mélenchon ou Montebourg-Mélenchon. Donc sans parler d'alliance, parce que je ne pense pas que Benoît Hamon, et je ne suis même pas sûr que ce soit bon pour le Parti socialiste, aille remettre ses voix post-second tour entre les mains d'un autre acteur, je pense qu'il y a un axe quelque part qui se dessine et qui témoigne aussi de l'opinion des Français, une volonté aussi de cette gauche un peu dure, de cette gauche sociale, le discours porté par Benoît Hamon peut rencontrer celui de Mélenchon et peut, à un moment ou à un autre, créer un axe droite dure face au progressiste Macron qui peut poser problème dans la campagne. Donc, à mon avis, et pour pour voir les entourages travailler, je pense que chez Emmanuel Macron, il regarde ça avec beaucoup de circonspection et que la typologie du vote Benoît Hamon hier est regardée de très près parce que ça n'est pas rien et le rapprochement est possible. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, pour cet éclairage.